du café. Je vous invite à venir nous rejoindre. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le docteur Insa Menem pour la Shoah en Belgique au micro de Sylvie Losberg. Je vous donnerai juste une dernière petite indication qui serait de couper la sonnerie ou les sonneries de vos téléphones portables avant de les sentir s'agiter très très fort pendant la rencontre et de se dire qu'on aurait mieux fait de le faire avant. Et donc maintenant que je vous vois tous occupés à le faire, je peux tendre le micro à Sylvie et à Insa qui vont vous présenter ce livre ce soir. Merci Brigitte et merci d'être avec nous aujourd'hui, à tous ceux qui sont présents, pour parler de ce livre, La Shoah en Belgique. Alors c'est un livre un peu particulier, puisqu'il n'est pas écrit par une historienne belge, mais par Insa Menem, qui est la question de la publication aujourd'hui de ce livre, c'est de savoir aussi pourquoi on publie un livre sur la Shoah en Belgique, alors que, vous le savez sans doute, en 2002, le Sénat a fait une demande officielle pour qu'il y ait un ouvrage sur la responsabilité des autorités belges dans la déportation des Juifs de Belgique, et que ce livre a vu le jour il y a maintenant quelques années, je pense que c'est en 2005 ou 2007. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous vous êtes lancé dans cette recherche, et au fond, quels sont les éléments différents que vous avez amenés, sans doute avec des sources qui sont différentes. Bonsoir d'abord, mesdames et messieurs. Mais je vais tout de suite répondre à votre question. En effet, ce livre a été écrit en allemand et il a été publié en allemand en 2009. Jusqu'à 2009, il n'y avait aucun livre historique disponible en Allemagne sur la Shoah en Belgique. Et ce fut premièrement pour rendre accessible cette histoire aux lecteurs allemands que j'ai écrit ce livre. D'ailleurs, il a été écrit aussi pour éclaircir surtout deux questions jusqu'alors restées en suspens, mais qui me semblent fort cruciales pour la compréhension de l'histoire de la Shoah en Belgique. L'une de ces questions concerne les procédés des autorités allemandes. L'autre question concerne les réactions des victimes, les réactions de la population juive persécutée et menacée d'être arrêtée et déportée à Auschwitz. En ce qui concerne les procédés des Allemands, je me suis demandé comment est-ce que les Allemands sont arrivés à s'emparer des Juifs qui sont ensuite déportés. Ça, c'est une question beaucoup plus difficile à reprendre qu'on peut-être ne pense pas. Comme vous le savez, certainement, longtemps la recherche a mis le focus sur les grands rafles et d'autres arrestations de masse effectuées par les Allemands en été 1942. Et il y avait aussi des convocations, des Juifs convoqués par les Allemands à se présenter eux-mêmes à la caserne d'Ossan à Malines, le camp de transit pour les convois vers Auschwitz. Évidemment, ces arrestations de masse furent importantes, mais quand je me suis mis à examiner les chiffres, les résultats de ces rafles, j'ai vu que c'était moins de la moitié des victimes de la Shoah en Belgique qui a été arrêtée dans ces circonstances-là. Par contre, plus de la moitié, plus de 13 000 de personnes déportées en provenance de Belgique vers Auschwitz n'ont pas été arrêtées dans les rafles, n'ont pas été convoqués, mais ils ont été arrêtés individuellement, en famille ou dans des petits groupes. Voilà un résultat très
remarquable. Pourquoi? Parce que la situation dans les pays voisins était tout à fait différente. Aux Pays-Bas et en France occupée, les grands rafles et d'autres opérations de masse furent beaucoup plus importantes. Et la situation en Belgique pose la question: qui fut responsable à effectuer ces arrestations? Comment est-ce que les Allemands, comment est-ce qu'ils étaient capables de se s'emparer de plus de 13 000 femmes, hommes et enfants sans avoir recours à des rafles? Et évidemment, quel fut le rôle des services belges? Là, on est de nouveau, ça c'est la question du rapport effectué par le CGS. En ce qui concerne les arrestations individuelles, il y avait très peu d'implication de la police belge. En ce qui concerne les rafles, évidemment, vous êtes au courant, c'est connu depuis des années. Ça a été, ce sont les chercheurs belges qui ont recherché cette histoire. En ce qui concerne les rafles, il y avait les grands rafles à Anvers en août 1942 et puis en septembre 1942. Là, la police belge a bel et bien collaboré. Les Allemands, c'est-à-dire la police de sécurité, la police SS et la police militaire allemande, pour eux c'était possible de coopérer avec la police anversoise pour arrêter les Juifs. Et ces rafles ont eu un effet désastreux sur l'histoire de la communauté juive à Anvers. Quand même, en ce qui concerne les chiffres, il faut dire quand même que l'importance de ces rafles a eu un impact limité. Les Juifs arrêtés dans les rafles à Anvers en 1942, ce fut moins de 11% des victimes totales déportées de Belgique à Auschwitz. Si on prend tous les arrestations où les services belges, l'administration belge ou la police belge a été impliquée, on peut dire que moins de 20% des victimes ont été arrêtées à l'aide des services ou de la police belge. Là, il y a quand même une différence importante à mon avis en ce qui concerne la situation en France occupée, parce que en France, c'était la police française qui a arrêté la plus grande partie des victimes déportées par les Allemands. Alors sur cette question de la responsabilité des autorités belges, qu'elles soient communales ou bien que ce soit les secrétaires généraux, j'ai quand même une question à vous poser, parce que dans votre livre, vous semblez contester l'interprétation que faisait Maxime Steinberg de la manière dont les autorités étaient responsables de la déportation des Juifs, notamment par l'ouverture et l'élaboration des registres de Juifs qui ont permis à l'occupant de repérer les familles, leurs adresses, et ces registres étaient tenus par les employés de l'administration communale, et les fiches étaient établies aussi, notamment par Bruxelles, et puis ça a fait au fond un modèle pour le reste du pays. Est-ce que vous pouvez expliquer quelle est votre lecture et en quoi elle se différencie alors de celle de Maxime Steinberg? Oui, ça c'est une question importante. En effet, suite à la demande des autorités allemandes, les communes belges ont établi un registre de la population juive à partir de fin 1940. Et ce registre, c'était des registres communaux, plusieurs registres,
ont été utilisés par les Allemands pour établir un fichier central qui se trouvait l'avenue Louise dans la police de la sécurité allemande, le service anti-juif chargé d'organiser la déportation. Il n'y a aucun doute que les autorités communales belges ont élaboré ces registres et d'ailleurs qu'ils ont participé dans la persécution des Juifs. Quand même, je crois que c'est important de voir un peu plus précis la différence entre persécution et déportation, parce que en 1940, quand le registre a été effectué, personne, même pas les Allemands eux-mêmes, ne savait pas que ça va mener à Auschwitz. À l'époque, évidemment, ce registre c'était en contradiction avec la constitution belge, mais ça c'est une chose. On ne savait pas à l'époque que ça va servir à un génocide, à la judéocide en Belgique. Je crois que ça c'est important de ne pas perdre de vue. Une fois et puis je crois aussi, excusez-moi, je crois aussi que c'est important de ne pas confondre plusieurs actes qui sont vraiment d'une importance différente. C'est pas la même chose faire un registre des personnes et effectuer des arrestations arbitraires des enfants, des femmes, des hommes en vue d'une déportation à un lieu inconnu. Ça, c'est vraiment une différence. Et c'est important, si on parle d'un génocide, de mesurer très exactement l'importance de l'un ou l'autre acte. Je crois que là, il y a vraiment un problème par rapport au rapport intitulé La Belgique docile fait par le CGS, parce que là, tous les détails qui sont présentés là-dedans ne sont pas n'étaient pas si importants pour le judéocide. Mais il y a une autre chose qui est peut-être encore plus importante. D'après Maxime Steinberg, les Allemands ont utilisé ce fichier juif fait sur base des registres communaux pour convoquer plusieurs milliers de Juifs à se présenter eux-mêmes au camp de Malines à partir du juillet 1942. Ce fut parce qu'une grande partie des Juifs convoqués ont refusé à se présenter eux-mêmes, malgré la menace très lourde. Les Allemands avaient menacé tous les gens qui ne se présentaient pas avec la déportation dans un camp de concentration en Allemagne. Malgré cette menace, 2/3 des convoqués ne se sont pas présentés. Alors, ce fut environ, au maximum, 4000 de personnes qui ont été arrêtées suite à ces convocations. Après, ça va, oui. Mais après, pour les rafles et surtout pour les arrestations individuelles, ce fichier SD établi sur base des registres communaux ne pouvait pas servir aux Allemands parce que ce fichier était rangé par personne. Pour effectuer des arrestations d'une population entière avec des femmes et des enfants, les Allemands avaient besoin des registres rangés par rue. C'est pour ça qu'ils ont pris un autre registre, le registre établi sur ordre des Allemands aussi, lui,
établi par l'Association des Juifs en Belgique. Et ces registres furent rangés par rue pour rendre possible des grandes arrestations. En 1942, une grande partie de la population juive a quitté leur appartement. Ils se sont cachés, ils ont essayé de s'enfuir à l'étranger. Et d'ailleurs, j'ai trouvé, c'était décrit déjà par Maxime Steinberg, mais moi j'ai trouvé à Berlin des rapports de la police SS de Bruxelles disant, en octobre 1942, disant maintenant pour nous c'est impossible d'effectuer d'autres rafles parce qu'une grande partie de la population juive s'est cachée. Et à partir de ce moment-là, tous ces registres n'ont pas plus aidé les Allemands à arrêter des personnes parce que les Allemands étaient contraints de chercher des personnes dans leur cachette. Alors sur cette question, d'abord de la distinction que vous faites entre la responsabilité et le fait de savoir qu'il y aurait un génocide. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'historienne, on ne peut pas considérer que justement la Constitution belge et la Convention de La Haye, que la Belgique avait signée, étaient des remparts qui permettaient de ne pas justement poser des actes qui auraient des conséquences pour d'autres actes qu'on ne connaissait pas. C'est-à-dire que c'est peut-être à ça que ça sert la loi aussi. C'est pas parce qu'on ne sait pas que finalement ça dédouane d'une forme de responsabilité. Et aujourd'hui, justement, où on est à peine dans un moment où il y a une reconnaissance à Bruxelles-Ville, et puis le Premier ministre a fait ce grand discours à Malines, on est à peine dans la reconnaissance de la responsabilité au fond administrative, non pas la responsabilité du judéocide en tant que tel, mais dans le processus de déportation. Est-ce que ce n'est pas à ça que ça doit servir au fond l'histoire, de nous dire tiens là on a raté le coche parce que justement on n'a pas saisi les outils qui étaient à disposition pour faire rempart? Ça c'est une question importante évidemment. D'abord, j'aimerais bien préciser que mon métier, c'est l'histoire, c'est pas le mémoire. Et je tiens beaucoup, aussi comme historienne allemande, à pas me mêler dans le mémoire belge. Ça, c'est pas à moi. Je crois, ce qui est important, il y a deux approches différentes. Il y a l'approche et c'est pour ça que le CGES fut chargé de rechercher la responsabilité éventuelle des autorités belges pour la persécution et la déportation des Juifs. Ça, c'est l'approche belge. C'était savoir dans quelle mesure ou qu'est-ce que les autorités belges ont fait dans cette histoire dans la persécution et la déportation des Juifs. Moi, je suis partie d'une autre question. Quand j'ai vu que par rapport, en comparaison avec d'autres pays occupés par les Allemands, comme les Pays-Bas et la France, l'apport et la contribution des autorités belges fut beaucoup moins important que dans les autres pays. Je me suis demandé comment est-ce qu'il fut possible pour les Allemands de réaliser le génocide en Belgique malgré le fait que la contribution des autorités belges fut beaucoup moins importante que dans les autres pays. C'est là la question à laquelle moi j'ai essayé de répondre. Et je crois que c'est plutôt une question historique qu'une question de mémoire spécialement belge. Alors justement, vous mettez en évidence des éléments qui étaient effectivement inconnus sur l'organisation du pouvoir occupant, à la fois sur le fait qu'il était
finalement assez décentralisé, relativement déconstruit, mais en même temps avec, je dirais, en fil rouge, une volonté de manipuler tous les rouages pour finalement arriver quand même à cette solution finale, et notamment le rôle de la Feldgendarmerie ou de la Wehrmacht. Vous avez mis là en évidence des rôles qu'on ne soupçonnait pas dans justement le processus de déportation vers Auschwitz. Oui, je crois que Maxim Steinberg, lui aussi, il a déjà écrit des choses très importantes sur l'implication de l'administration militaire, mais peut-être je suis allée un peu plus loin encore. Ce qui est important d'abord, c'est qu'en Belgique, la Wehrmacht, le commandant militaire et l'administration militaire a gardé un rôle fort important jusqu'en juillet 1944. Jusqu'au juillet 1944, les services SS, les services de la police de sécurité, sous les ordres de Heinrich Himmler, chef des SS et chef de la police allemande à Berlin, et responsable pour l'organisation des déportations, jusqu'en juillet 1944, le représentant de Heinrich Himmler à Bruxelles, à l'avenue Louise, fut en fait subordonné aux représentants de l'OKH, c'est-à-dire au commandant militaire von Falkenhausen et le chef de l'administration militaire Raeder. Dans les autres pays, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire que pour effectuer la déportation des Juifs à Auschwitz, les SS dépendaient de l'accord de la Wehrmacht, du chef de l'administration militaire. Ça, c'est une chose. Une autre chose, vous avez fait allusion à cela déjà, c'était des arrestations même. C'était pas seulement les SS qui furent coupables d'arrêter des familles et des individuels juifs pour les déporter à partir de l'été 1942, mais il y avait des services sous les ordres directement de la Wehrmacht, directement sous les ordres de von Falkenhausen. Premièrement, la police militaire, la Feldgendarmerie, qui a participé à presque tous les rafles et qui a arrêté des Juifs en toute la Belgique. Certainement le service le plus important après les SS dans la déportation des Juifs à Auschwitz. Puis il y avait les gardes frontières et les douaniers allemands en service sur les frontières belgo-néerlandaises et belgo-françaises, qui ont, à partir de l'été 1942, qui ont arrêté des Juifs qui ont essayé de se soustraire, pas s'enfuir des territoires sous domination allemande, c'est-à-dire ils ont essayé de gagner la France libre en provenance de Belgique ou bien en provenance de Pays-Bas, et qui fut arrêté par ces douaniers ou gardes frontières allemands près des frontières. Il y avait aussi quelques autres services allemands en plus. Leurs activités ont été décrites dans ce livre. Ça, c'est important parce que tous ces services dont j'ai parlé tout à l'heure, ils n'étaient pas sous les ordres de Himmler, c'était pas tous sous les ordres du chef des SS du Reich, mais quand même, la rage persécutrice avec laquelle certains de ces services ont persécuté les Juifs n'avait rien à envier à celle des SS. Ce qui est important aussi, si vous me permettez de continuer encore, là il y a des sources qui, pour une bonne partie, se trouvent en Belgique, mais qui ont échappé longtemps à l'attention des chercheurs.
il y a quelques sources allemandes de ces services qui sont conservées à Bruxelles. Et si on travaille dans ces sources, on va beaucoup aussi sur les réactions des victimes. Dans les documents sur les arrestations individuelles, en fait, ça sort dans les yeux comment la masse de la population juive a essayé à se sauver une par les déportations commencées. Et là, c'est l'autre fil conducteur de mon livre, parce que vous avez parlé de Maxime Steinberg, lui a fait un travail admirable aussi dans ce sens. Il a travaillé sur la résistance organisée en Belgique, par exemple, et surtout le comité de défense des Juifs, fondé en automne 1942, qui a organisé le sauvetage des enfants juifs et qui a aussi beaucoup soutenu les adultes juifs pour survivre. Moi, je me suis posé une autre question. Dans ce cas, dans ce livre, il n'est pas question de la résistance organisée, mais moi, je me suis demandé comment les gens inconnus, pour ainsi dire, ont essayé de se sauver. Et là, comme je vous ai dit, dans les documents allemands, on trouve beaucoup d'informations que beaucoup de monde a pris de grands risques pour essayer de se sauver. Ils ont arraché les toiles, ils ont quitté leur appartement, ils ont essayé de s'enfuir à l'étranger. Tous ces actes étaient strictement interdits par les Allemands, c'est-à-dire ils ont pris de très grands risques. Et on voit aussi, moi j'ai travaillé entre autres sur plusieurs convois de la mort, c'est-à-dire j'ai essayé de savoir comment ceux qui, en fin de compte, n'ont pas réussi à survivre, mais comment, avant leur arrestation, comment ils ont essayé à défendre leur vie et si on essaie à suivre leur histoire, on peut trouver beaucoup sur leur stratégie de survie, sur leurs efforts d'échapper aux Allemands et de se soustraire à la solution finale. Et là, il s'agit des gens qui, en fin de compte, ont été assassinés et dont les Allemands ont essayé d'effacer toute trace. Oui, donc c'est un des points forts du livre, hein, c'est quand même de faire échec à cette idée reçue que la population juive s'est résignée à ce sort. Et donc on voit là une formidable force de résistance individuelle, des stratégies créatives, des prises de risque, comme vous dites. Et je pense que c'est vraiment un des atouts de ce livre, c'est de renverser cette imagerie selon laquelle finalement les Juifs ils auraient fait ce qu'on leur a dit. Et c'est même le cas pour l'association des Juifs en Belgique, dont vous étudiez quand même de manière assez précise le fonctionnement. Et vous remettez là aussi un peu les pendules à l'heure, dans la mesure où souvent on a un peu terni le rôle de ces dirigeants en disant qu'ils avaient cédé aux Allemands, et vous montrez là aussi qu'ils ont des stratégies pour essayer malgré tout d'aider la population juive, même si ils sont face à des pervers qui finalement les manipulent. Oui, je crois, dans ce cas aussi, il est vraiment important de ne pas perdre de vue le côté allemand. Ça ne vaut pas seulement pour la situation en Belgique, mais en général, je crois même aussi en Belgique, si on essaie à comprendre comment on réagit des responsables de l'organisation contrainte installée par les Allemands en 1941, il faut vraiment d'abord voir quelle fut la situation créée par les Allemands,
et comment les Allemands ont contraint les gens de prendre des décisions très vite, par exemple, dans une situation assez difficile. Alors, je voudrais revenir sur quelques éléments avant de vous dire. C'est pour moi l'absence de mention d'un antisémitisme belge. En lisant votre livre, on a l'impression, et je pense que c'est certainement vrai dans une grande mesure, mais c'est votre axe aussi de recherche, que la persécution, elle est due aux Allemands et uniquement aux Allemands. Est-ce que vous ne pensez pas, malgré tout, que la part d'antisémitisme qui était un antisémitisme, je dirais, usuel au XIXe siècle et qui s'est renforcé avec notamment l'arrivée de tous les Juifs d'Europe de l'Est et d'Europe centrale à partir de la prise de pouvoir d'Hitler et des Juifs allemands aussi, bien entendu. Cet antisémitisme s'est nourri aussi d'une xénophobie qui a été croissante. Et là, je trouve que vous faites échec, au fond, aux conclusions du rapport du CGES, qui se base beaucoup sur cette xénophobie pour expliquer la déportation des Juifs de Belgique, qui, il faut le rappeler, était à 95% non belge. Je crois, il est vrai que je n'ai pas réécrit tout ce qui est connu de la recherche belge. Le climat antisémite et plutôt xénophobe en Belgique a été décrit très exhaustivement avant le rapport du CGES par mon collègue belge Lieven Sarens en ce qui concerne la situation à Anvers surtout. En ce qui concerne toute la Belgique, je crois que Maxime Steinberg a aussi livré des éléments. Par contre, dans ses œuvres pionnières, L'étoile et le fusil, paru dans les années 80, lui aussi, il a quand même n'a pas accordé un poids démesuré à l'antisémitisme en Belgique. Lui aussi, il a écrit ce qui sort des rapports allemands, en effet. L'administration militaire a informé Berlin, en effet, que l'antisémitisme en Belgique n'était pas si important et c'était pour ça que les Allemands se sont dit on doit faire attention ici comment procéder pour pas trop attirer l'attention des services belges et du public belge sur la persécution et la déportation des Juifs. Alors c'est toujours une question de degré qui compte, je crois, et je crois déjà Maxime Steinberg a aussi, pour une vue globale sur toute la Belgique, sa vue était un peu moins, il est un peu plus nuancé que peut-être si on regarde seulement la situation à Anvers. Je voulais dire autre chose encore. Je crois en ce qui concerne la xénophobie, il y a une chose qui est fort importante. Et maintenant je ne parle pas des mentalités qui souvent sont assez difficiles à comprendre aujourd'hui ou même à rechercher, mais je parle des faits, de la participation concrète. En ce qui concerne la xénophobie, ce qui me semble fort important, c'est le refus bruxellois en ce qui concerne d'abord la distribution de l'étoile en juin 1942 et puis le refus du bourgmestre bruxellois à aider les Allemands à
faire des grands rafles ou arrêter un plus grand nombre de juifs d'abord et puis à participer à une rafle. Parce que là, les Allemands ont essayé de jouer sur ce xénophobie. Ils ont dit aux autorités belges, il ne s'agit pas d'arrêter des juifs belges, mais on va se limiter à arrêter des juifs étrangers. Et la police belge n'a rien à faire à nous aider à arrêter des étrangers. En faisant cela, en France, les Allemands ont réussi à faire participer la police française à arrêter des juifs. À Anvers, ils ont aussi réussi, mais à Bruxelles, ils n'ont pas réussi. Et ça, c'est fort important que à Bruxelles, on n'a pas seulement refusé d'arrêter les juifs belges, mais en général, on a refusé de participer aux arrestations arbitraires. Et ça fut une barrière infranchissable pour les représentants de l'État policier allemand. Alors, cette question, elle est fondamentale, en tout cas ici à Bruxelles, puisque, comme vous le savez, le 2 septembre dernier, il y a eu cette commémoration à l'Hôtel de Ville, et que la difficulté, pour ceux qui font partie de la communauté juive, ils le savent sans aucun doute, la difficulté a été pour la ville de Bruxelles de encore reconnaître dans l'invitation envoyée aux personnes qui désiraient assister à cette commémoration, de reconnaître la participation des autorités communales bruxelloises. Pas des autorités communales mises en place par l'occupant, mais donc bien le bourgmestre élu en 1939, qui s'appelait Joseph Van de Meulebroek et qui donc a affiché les ordonnances allemandes, les 18 ordonnances allemandes, et puis qui a ouvert les registres dans la commune. Et c'est vrai que la question de la distribution des toiles jaunes est un moment clé, mais c'est aussi parce qu'il fallait distribuer des toiles jaunes à tous les juifs, dont les juifs belges. Donc au fond, on pourrait dire qu'il y a quelque chose qui se joue un peu en miroir. D'une part, on ne veut pas distribuer des toiles jaunes parce que ça va stigmatiser des juifs belges, dont beaucoup d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Et donc là, il y a une indignation de la part des autorités. Et puis, dans un second temps, alors la participation aux rafles, c'est juifs belges et juifs étrangers, parce que sans doute qu'on a peut-être pris la mesure aussi de quelque chose qui est en train de se passer. Et puis le contexte, je vais juste revenir aussi sur la différence avec Anvers, le contexte international est aussi différent à la fin 1942. Et quand vous parlez de Léo Delwade, qui dit à un moment donné, donc c'est le bourgmestre d'Anvers, qui est donc le chef de la police qui a participé au RAF, vous dites à un moment donné à propos de Léo Delwade que finalement, à ce moment-là, il se rend compte, attendez, je pense que c'était ici, 64, que les rafles pour lui, au fond, ne sont plus, voilà. Il a prétendu s'être adressé aux forces d'occupation et aux secrétaires généraux compétents des ministères de la Justice, fin août 42, soit après la troisième rafle, et avoir reçu confirmation que la police belge ne serait plus mobilisée à l'avenir pour les rafles menées contre les juifs. Et vous dites que ces déclarations ne sont pas vérifiables et sont contestées par les historiens. Mais donc, est-ce qu'on n'est pas quand même dans un moment international où quelque chose est en train de bouger? Ce n'est pas seulement, je dirais, un refus éthique. Il y a peut-être d'autres motivations. Moi, je crois qu'il y a une chose qui est très importante. Si on parle d'un génocide, ce qui compte d'abord, ce sont les actes. Pour réaliser le judéocide, c'était d'abord nécessaire de savoir qu'est-ce qui s'est passé. La question, quelles étaient les mentalités, pas toujours très facilement à cerner d'ailleurs. Ça, c'est une deuxième question. Aussi, ça peut être une question différente. Mais
ça, à mon avis, c'est très important d'abord rester avec les actes. Et je crois que ce que vous dites sur Bruxelles, sur le refus des bourgmestres bruxellois de distribuer les toiles, là, on trouve dans le rapport établi par le CGS, on trouve, il n'y a pas dans d'autres études, on trouve une interprétation qui est liée à 3 mots dans les lettres de refus, parce que dans les lettres de refus, on peut lire que parmi les juifs, il y a aussi des juifs belges. À mon avis, c'est une interprétation assez forte et un peu exagérée si on prend ces 3 mots pour faire une interprétation qui dit « Ah, c'était finalement parce qu'il s'agissait d'une partie des juifs belges qu'ils ont refusé de distribuer les toiles. » Mais ça, c'est la question des mentalités. Moi, je n'ai pas écrit sur les questions de mentalité parce que ce qui est beaucoup plus important, et ça échappé aux chercheurs jusqu'à maintenant, c'était que les bourgmestres n'ont pas seulement refusé à distribuer les toiles aux juifs belges, mais ils ont refusé à distribuer les toiles à toutes les personnes. Ce n'est pas les mentalités qui font une judéocide, ce sont surtout les actes. Et ça me semble fort important. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas confondre. En ce qui concerne l'inverse, là, il y a ce que vous avez cité, c'est cette histoire qui est connue, je crois, déjà David, l'ancien bourgmestre d'Anvers, a écrit cela dans ses mémoires lui-même. Il a dit oui, pas tout de suite. La première rafle a été en mi-août 1942, mais il dit après, il a quand même protesté. Il a quand même protesté chez les Allemands ou chez un secrétaire général en ce qui concerne la participation de la police belge aux rafles. On n'a pas trouvé c'est ça que vous avez cité, on n'a pas trouvé une preuve pour cela. Ce que moi j'ai écrit, c'est... Moi aussi, je n'ai pas trouvé de preuve. Mais ce que j'ai écrit, c'est quand même bien possible qu'il y avait une protestation. D'ailleurs, l'historien Benoît Majerus a trouvé quelques indices, mais peut-être c'était quand même pas une preuve. On n'a pas trouvé une preuve, mais ce qui reste à expliquer, c'est... Ça marche encore, non? Oui. Au début, en août, les Allemands ont fait participer la police anversoise au rafle. Puis, en septembre, ils n'ont pas plus fait ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les Allemands ont renoncé à la police anversoise? Après que, avant, la police anversoise a beaucoup aidé les Allemands. C'est presque impossible que si la police anversoise a été disponible pour les Allemands, que les Allemands ont dû renoncer. C'est pour ça que j'ai dit c'est bien possible qu'il y avait une protestation, mais on n'a pas trouvé de preuves. Alors, donc je comprends bien l'axe de travail sur la question des actes posés, et donc pas sur simplement une prédisposition mentale. Mais alors, quand vous expliquez au début que finalement ce n'est pas les rafles qui en Belgique sont responsables du plus grand nombre d'arrestations, mais que ce sont par contre des arrestations individuelles ou par petits groupes ou par famille. C'est bien qu'alors les Allemands s'appuyaient, s'ils ne s'appuyaient pas sur les registres puisqu'ils n'avaient pas les adresses, puisque vous dites qu'au fond, s'ils n'avaient pas les adresses, ils ne pouvaient pas localiser les Juifs, alors ils devaient s'appuyer sur autre chose. Et est-ce que ces autres actes-là
ce ne sont pas alors justement des actes posés par des collaborateurs, des dénonciateurs, et que par ricochet, ça montre alors quand même qu'il y a un impact direct de cette mentalité xénophobe ou antisémite dans la déportation des Juifs de Belgique. Là, il n'y a aucune question. Il y avait une collaboration informelle qui est autre chose qu'une collaboration des autorités. De nouveau, Lieven Sarens a beaucoup travaillé là-dessus. Il a trouvé des résultats très importants sur la collaboration de la SS flamande avec les Allemands, les services allemands anti-juifs. Ces résultats concernent surtout Anvers. Moi, j'ai travaillé sur Bruxelles. Là aussi, il y avait des SS flamands qui ont aidé les Allemands. Il y avait aussi des rexistes qui ont aidé les Allemands dans l'arrestation des Juifs. Il y avait ensuite des délateurs, évidemment, des gens qui ont informé des Allemands qui avaient des Juifs qui se sont cachés quelque part. Les Allemands ont eu des adresses, pas seulement par d'autres services allemands, mais parfois aussi par des individus belges. Les journaux de la collaboration antisémite, ils ont appelé le lecteur à dénoncer des Juifs, par exemple. Le problème qui existe, c'est comme il n'y a presque pas des sources qui ont été conservées sur ces dénonciations, on ne sait pas très bien quelle fut l'importance de ces délations des privatiers, pour ainsi dire. En ce qui concerne la collaboration des auxiliaires flamands rexistes dans les commandos d'arrestation allemands, là il n'y a aucun doute, il y avait cette collaboration et cette collaboration a augmenté le nombre de victimes. Ça, là il n'y a aucun doute. Là aussi quand même, je crois, il ne faut pas perdre de vue que aussi dans ces commandos d'arrestation, c'était quand même les Allemands qui furent les responsables. En général, c'était des commandos mixtes, composés des Allemands et des collaborateurs. Alors, il y a encore un ou l'autre élément que je voulais aborder avec vous. D'abord, vous parlez de la question du nombre des victimes. Quelles sont les victimes des rafles, les victimes d'arrestations individuelles. Et vous avez fait tout à l'heure la comparaison avec la France en disant qu'en France, c'est la police française qui procédait aux arrestations avec les Allemands. Mais il y a quand même une grande différence entre la France pétainiste et la Belgique occupée. On n'est pas non plus dans le même cas de figure. Et puis, in fine, comment est-ce qu'on explique alors que presque la moitié des Juifs belges sont morts en déportation dans les camps et que en France, c'est 25% de la population juive de France? Ça, de nouveau, c'est une très bonne question. Dans la recherche de l'Holocauste, la recherche internationale sur la Shoah, on fait depuis des années, pas en grand nombre, mais on fait des études pour comparer la situation dans plusieurs pays occupés en Europe. Et en effet, la situation était fort différente dans plusieurs pays. Comment, ce que vous avez dit, ça commence déjà, si on regarde quel fut le statut des autorités autochtones, quel fut le statut des autorités allemandes. Et pour ça, le nombre des victimes fut assez différent dans les pays occupés de l'Ouest.
En France, ce fut 25% de la population juive enregistrée en France qui fut déportée dans les camps d'extermination à l'Est. En Belgique, ce fut 45% de la population enregistrée par les Allemands qui est tombée au Judéocide. Et aux Pays-Bas, ce fut environ 75% des Juifs enregistrés qui sont tombés dans les mains de la Gestapo et qui ont été déportés. En général, la recherche, c'est de comparer les trois questions clés. D'une part, quelle fut la structure de l'appareil de l'occupation? Comment furent les rapports entre les représentants de la Wehrmacht et les représentants des SS? Qui était plus responsable, qui pourrait donner des ordres? Deuxièmement, quelle fut la situation des services autochtones et comment est-ce qu'ils ont réagi? Et troisièmement, quelle fut la composition de la population juive? Est-ce qu'il s'agit des personnes, pour une grande partie, pour ainsi dire, assimilées? Est-ce qu'ils vivaient depuis longtemps dans le pays? Est-ce qu'il s'agit des réfugiés ou bien des émigrés? Est-ce qu'ils avaient des rapports bien établis avec la population non juive ou non? Ça, ce sont toutes les questions qui rendent en compte, qui sont importantes si on essaie à comprendre les difficultés dans les différents pays. Moi, pendant des années, j'ai discuté avec d'autres chercheurs de plusieurs pays, d'ailleurs aussi avec Maxime Steinberg, avant son décès, il y a 2 ans. On a discuté dans des groupes de chercheurs au niveau international. Et en ce qui me concerne, le plus longtemps que j'ai réfléchi sur ces questions, ce qui me semble évident, c'est qu'il n'y a pas une réponse monocausale. Il n'y avait pas un facteur qui peut expliquer la situation si différente dans les pays si différents. Il y a quelque chose qui est important et vous avez fait allusion à cela. On a toujours dit que l'explication faite après-guerre par l'ancien responsable le gouvernement de Vichy qui avait dit après-guerre, mais on a quand même sauvegardé une grande partie de la population juive française. On a livré les étrangers, mais on a sauvegardé presque tous les juifs français. Les historiens ont dit pendant des années, mais ce fut un prétexte, on ne peut pas présenter les choses comme ça. Ils ont livré les juifs étrangers. En fin de compte, c'est vrai quand même, la collaboration a été le plus important en France, et en France, quand même, le pourcentage de victimes qui sont tombées dans le Judéocide a été le moins important. Ça, c'est de nouveau, à mon avis, ça prouve que la collaboration n'était pas le seul facteur qui était important pour savoir quelles furent les chances de la population juive à survivre. C'était un facteur, mais pas le facteur le plus important. Alors justement, on va terminer sur cette question de la collaboration, puisque quand votre livre est paru en néerlandais, donc il y a déjà 1 an ou 1 an et demi, 1 an, la façon dont Mme Meinen présente les responsabilités, ou en tout cas les processus qui ont conduit à la Shoah en Belgique, puisque c'est le titre du livre, ont eu
eu un impact assez, je dirais, négatif, en tout cas pour moi, lectrice en français, puisque par exemple, ça a donné l'occasion à des nationalistes flamands de récupérer votre travail et d'en détourner certaines phrases qui ne sont pas des conclusions, mais pour ces nationalistes flamands, c'était des conclusions, comme par exemple que les mouvements d'extrême droite flamands ne s'intéressaient pas particulièrement aux juifs, donc ça les dédouanait quelque part de ce passé. Et ça ne se déroule pas dans n'importe quel contexte, puisque comme vous le savez, en Belgique, on est quand même confronté de manière récurrente à cette demande d'amnistie, qui se couple aujourd'hui avec une lecture justement différente de ce que recouvre le mot collaboration, puisqu'on voit par exemple, notamment à Gand, une exposition qui parle de collaboration grise, où on essaie de montrer au fond que les motivations des collaborateurs et des délateurs n'étaient pas des motivations spécifiquement idéologiques, mais qu'elles sont peut-être liées aussi à leur ancrage socio-culturel ou à des difficultés économiques. Et donc là, on est dans une lecture qui, non pas absout les collaborateurs, mais au fond apporte des clés de compréhension de la collaboration. Au moment même où, justement, nous n'en sommes encore qu'à la reconnaissance de la responsabilité des autorités communales ou autres. Est-ce que ça ne vous pose pas de question que, justement, d'une part, votre travail, qui est, cela dit, tout à fait remarquable et apporte, voilà, j'espère que vous l'aurez compris, vraiment un éclairage très pertinent avec des sources nouvelles, voilà, soit au fond lu dans un moment particulier et puisse aussi être, je dirais, détourné de l'objectif de l'historien qui est d'éclairer plutôt que d'assombrir. D'une part, j'aimerais bien préciser un point en ce qui concerne les discussions qui se sont déroulées l'année dernière suite à l'apparition de la version néerlandaise du livre. Une partie de ces discussions est une tendance ou bien une partie de ces discussions n'était pas basée sur le livre. C'était basé sur un titre fait par le CNAC, le journal hebdomadaire néerlandais, parce que le CNAC a fait un titre choquant disant que les Alsaces flamands n'étaient pas intéressés aux Juifs. Si on a lu l'interview parue dans le même, dans la revue même, une interview faite par un journaliste du CNAC avec moi, on pouvait voir que moi je n'ai pas dit cela. C'était la rédaction du CNAC qui a fait ce titre. Alors, les historiens ne sont pas responsables d'un usage qui font les journalistes de leur travail. Ça me semble important. L'autre question que vous avez posée, si je l'ai bien compris, je crois que c'est important à comprendre que le mémoire spécifique en Belgique est autre chose que l'histoire du judéocide. À mon avis, je suis sûre que le judéocide est un événement du XXe siècle qui est fort important pour l'histoire du monde, pour l'histoire de nos sociétés. Et je crois que jusqu'à maintenant, on n'a pas tout compris, on n'a pas compris comment ce crime fut possible. Moi, j'ai essayé d'apporter un très petit élément pour comprendre comment ce crime fut possible. Pour répondre à cette question,
la participation des Belges était vraiment pas si importante. C'est là le problème. Pour l'histoire de la Belgique, c'est très important, je comprends parfaitement. Mais pour savoir comment les Allemands ont pu effectuer ce crime en Belgique, c'est important de comprendre qu'ils ont réussi à faire ce crime malgré l'apport pas si important. Merci, je crois qu'on a bien compris la nuance et le point de vue en fait scientifique et la différence qu'il y a entre un travail scientifique et puis l'impact que ça peut avoir par rapport à la mémoire aussi collective et individuelle. Donc maintenant, je